déconfinement lundi prochain. Édouard Philippe et plusieurs de ses ministres s'expriment. On va suivre en direct leur allocution dans quelques minutes. La santé, l'économie, les transports et l'éducation sont concernés. Après plus de 7 semaines sous cloche, les Français attendent le gouvernement de pied ferme. Et hier soir, on comptait pour rappel 27 départements dans le rouge. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RT France. Comment va se passer le déconfinement lundi prochain? La réponse, ce sera dans quelques minutes. On va prendre la direction de Matignon. Édouard Philippe va s'exprimer à l'issue d'un conseil de défense et du conseil des ministres. On attend également les interventions des ministres de la Santé, de l'Intérieur, du Travail et de l'Éducation. Et puis on devrait prendre connaissance d'une carte de déconfinement figée jusqu'au jour J, le 11 mai. On retrouve tout de suite notre reporter Nadège Abderrazak devant l'hôtel de Matignon à Paris. Nadège, bonjour. Alors à quoi s'attendre à l'issue de toutes ces allocutions ? Écoutez Samantha, on s'attend à ce que le Premier ministre détaille les ultimes points de ce plan de déconfinement. Édouard Philippe qui sera bien entouré puisqu'il sera accompagné, vous l'avez dit, de 6 ministres. Ministre de l'Intérieur, de la Santé, de l'Économie, de l'écologie, de la transition écologique, de l'Éducation nationale et du Travail. Transport, école, masque parmi les points à clarifier. On retrouve les restrictions de circulation à plus de 100 km du domicile, la possibilité de se rendre d'une zone verte à une zone rouge et puis la reprise progressive du retour à l'école pour les enfants. Le Premier ministre pourrait aussi donner des précisions sur l'accès au transport en commun qui pourrait être réservé à ceux qui travaillent. Le secrétaire d'État au transport a déjà annoncé qu'une attestation employeur sera nécessaire en Île-de-France pour limiter le trafic et donc limiter la propagation du virus, l'obligation de porter des masques, les modalités d'accès au dépistage ainsi que les vacances d'été sont 3 autres points que le Premier ministre devrait détailler d'ici une poignée de minutes maintenant. Voilà, une poignée de minutes. Nadège Abderrazak, merci beaucoup. On va vous retrouver juste après donc toutes ces allocutions pour faire le point. Pendant ce temps, il faut aussi savoir que les députés se penchent sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Hier, le Sénat a voté pour, mais ils ont adopté un amendement pour limiter les responsabilités des élus locaux, des employeurs et des fonctionnaires pendant l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif a été depuis revu en commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors, que prévoit l'amendement sénatorial? Élément de réponse avec David Khalifa. Se dédouaner de toute responsabilité pénale en cas de non-respect des directives du plan de déconfinement. Voilà tout l'objet de cet amendement adopté par le Sénat. Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, déclaré à l'article 4 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus, soit causé ou contribué à causer une telle contamination. Un sujet qui fait forcément débat dans les camps de l'opposition, même si l'amendement précise que la responsabilité n'est pas désengagée si les faits sont commis intentionnellement, par négligence ou violation des mesures prises durant l'état d'urgence. De son côté, Marine Le Pen parle d'auto-amnistie du gouvernement, car oui, cette protection juridique ne concerne pas seulement les maires. Le texte concerne tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale. Cette disposition peut donc être un moyen pour tous les membres du gouvernement d'échapper à une poursuite, tout en sachant que le nombre de plaintes les visant ne cesse d'augmenter, que ce soit à l'encontre d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, d'Olivier Véran ou encore de Christophe Castaner. Malgré la prise de position du Premier ministre pour calmer l'embrasement autour de cette polémique, le Sénat a voté contre l'amendement remanié par le gouvernement, donc pour le maintien de l'amnistie. Et ce projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, il fait débat au sein du corps médical. Le texte prévoit de demander aux médecins généralistes de saisir dans un fichier les noms et coordonnées des personnes contaminées au Covid-19. Cela révolte de nombreux médecins au cœur de leurs inquiétudes, le contournement du consentement des patients et puis le non-respect du secret médical. Karim Kelfaoui est médecin à Marseille. Il a publié une vidéo sur Twitter. En voici un extrait.
J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qu'est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire. Mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je suis pas flic, d'accord ? Et soigner oui, fliquer non. Justement, il était en direct avec nous. Il nous a précisé certaines conditions de signalement demandées par le gouvernement. Écoutez. En plus de la consultation à 25 €, on pourra coter un acte donc qui nous rapportera 30 € de plus pour avoir fait ce signalement et faire remonter dans les fichiers la cellule familiale avec les coordonnées et toutes les coordonnées. Et à plus de ça, si on veut faire un petit peu de zèle, on nous dit vous pouvez gagner 2 € de plus par personne signalée en dehors de la cellule familiale et 4 € si les informations que vous donnez permettent de la contacter directement. Donc là quand même, moi je trouve que éthiquement il y a un énorme souci. Même le Conseil national de l'ordre des médecins a demandé à ce qu'il y ait des précisions sur ce texte de loi parce que on est de très nombreux à penser que là on nous demande tout simplement de violer le secret médical et la confiance de nos patients. Allez, priorité au direct. Le Premier ministre Édouard Philippe qui va donc annoncer la couleur en vue du déconfinement. On l'écoute. Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Nous allons débuter lundi prochain un processus très progressif, au minimum sur plusieurs semaines, qui va permettre au pays de sortir doucement, mais sûrement, du confinement que nous connaissons en France, comme d'ailleurs dans une très grande partie des pays du monde, depuis le 17 mars. L'esprit dans lequel nous travaillons, vous le connaissez, nous cherchons en permanence le bon équilibre entre l'indispensable reprise de la vie normale, familiale, économique, culturelle, sanitaire et sociale, et l'indispensable respect de toutes les précautions qui empêchent l'épidémie de repartir et qui donc protègent les Français. C'est un équilibre qu'il nous faut tenir. Ce n'est pas une des priorités qui doit prévaloir sur l'autre, c'est un équilibre. Et c'est donc un chemin de crête. Notre méthode, vous la connaissez également. J'ai demandé à M. Jean Castex, qui est à la fois un haut fonctionnaire et le maire d'une commune qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, d'élaborer une stratégie très concrète en associant tous les acteurs, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les scientifiques. Son rapport définitif a été validé ce matin par le président de la République en Conseil de défense. Il sera rendu public dans les jours qui viennent. Il est fondé sur une stratégie que j'ai présentée dès le 28 avril dernier à l'Assemblée nationale. D'abord, parce qu'il était nécessaire de prendre l'avis du Parlement. Ensuite, parce que présenter tôt cette stratégie permettait de la confronter aux réalités de terrain et aussi de laisser aux acteurs locaux le temps de se préparer au déconfinement. Nous y sommes. Il y a aujourd'hui une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que certains départements ont des résultats moins bons qu'espérés. La carte de France, que va vous présenter le ministre de la Santé dans quelques instants, est très claire. Le pays est divisé en deux.
Dans la majeure partie du pays, nous avons réussi à freiner la vague épidémique. Nous avons retrouvé des marges de manœuvre à l'hôpital et nous sommes prêts pour les tests. C'est ce qu'on appelle les départements verts. S'ils se maintiennent en vert les 3 prochaines semaines, nous pourrons, au tout début du mois de juin, envisager une nouvelle étape de déconfinement avec peut-être l'ouverture des lycées, l'ouverture des cafés, des restaurants, bien sûr dans la mesure, et dans cette mesure, où les conditions sanitaires le permettraient. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, où l'hôpital reste encore en forte tension. C'est ce qu'on appelle les départements rouges. Le déconfinement y est possible, avec certaines restrictions, pas d'ouverture des collèges, pas d'ouverture des parcs et jardins. Dans ces départements rouges, il faut faire mention de 2 situations particulières. Mayotte et la région Île-de-France. À Mayotte, le nombre de cas est faible, mais il est en augmentation. En Île-de-France, le nombre de cas baisse, sûrement, lentement, mais il reste élevé, plus élevé que ce que nous espérions. Voilà pourquoi, dans ces 2 territoires, nous allons devoir faire preuve d'une vigilance particulière. À Mayotte, nous avons décidé de retarder le déconfinement pour nous donner tous les moyens de maîtriser l'épidémie. En Île-de-France, compte tenu de la tendance qui reste bien orientée, nous pouvons déconfiner. Mais le fait qu'il reste du virus en circulation, que cette région, évidemment, est très dense, très peuplée, que les échanges y sont nombreux, ce fait nous impose une discipline renforcée. Les ministres vont détailler cette discipline. Je veux, pour ma part, insister sur 2 points. Dans cette épidémie, nous faisons tout pour protéger les plus vulnérables. Les personnes âgées, les personnes malades de pathologies comme l'obésité, le diabète, les insuffisances respiratoires. Nous l'avons dit, le président de la République l'a précisé, et nous ne reviendrons pas là-dessus, il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai, même en Île-de-France. Mais je veux dire à toutes les personnes qui se savent vulnérables, soit à raison de leur âge, soit à raison des pathologies que je viens d'indiquer, soit parce qu'ils sont âgés et en plus souffrent de ces pathologies. Continuez, pour votre sécurité et pour celle des autres, continuez à observer dans toute la mesure du possible, de façon volontaire, les règles de prudence très strictes qui ressemblent à celles des 2 derniers mois. Nous faisons confiance aux personnes qui se savent vulnérables pour se protéger. Il ne s'agit pas d'ordonner, il s'agit de leur dire, de vous dire qu'il vous revient d'être prudent lorsque vous sortez ou lorsque vous recevez chez vous votre famille ou vos amis. Prenez les précautions qui sont nécessaires pour faire en sorte de vous protéger et de protéger les autres. Le 2e point important en Île-de-France sur lequel je veux insister concerne les transports, et notamment les transports en commun. Ils sont essentiels et ils ne seront pas fermés, ils n'ont d'ailleurs jamais fermé. Mais nous allons, au moins les 3 premières semaines, imposer des règles très strictes pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteurs de diffusion de l'épidémie. Je n'exclus pas d'ailleurs que nous décidions de mesures supplémentaires si les mesures de distanciation physique n'étaient pas suffisamment respectées et si la situation ne s'améliorait pas. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif, pas seulement celui du gouvernement, l'objectif de tous les Français, c'est de faire en sorte que nous puissions vivre avec ce virus. Apprendre à nous en protéger, parce que aussi longtemps que nous n'aurons ni vaccin
ni traitement, ni immunité collective. La seule façon de vivre est de nous en protéger, en respectant scrupuleusement l'ensemble des mesures de distanciation physique, d'hygiène, de protection qui sont en permanence rappelées. Je vais maintenant passer la parole aux membres du gouvernement qui m'entourent et qui sont en première ligne dans la préparation et la mise en œuvre de notre stratégie pour qu'ils puissent, chacun dans leur domaine, préciser un certain nombre d'éléments. Et je vais commencer par Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, j'ai présenté les premières cartes de la France avant la levée du confinement. Ces cartes, ce sont des outils qui nous ont guidés et qui continueront de nous guider au cours des prochaines semaines parce qu'elles sont le reflet de la circulation du virus sur le territoire, et également le reflet du niveau de saturation des services de réanimation dans nos hôpitaux. Ces cartes, elles ont pu soulever des inquiétudes, des espoirs, mais aussi parfois des incompréhensions selon la couleur verte, orange ou rouge. Aussi, je le précise bien, si votre département est en rouge, ce n'est ni une punition, ni une mauvaise note, ce n'est qu'un état des lieux de la situation virale sur un territoire donné, qui tient compte de données multiples, je le disais. Le premier indicateur, c'est celui de la circulation active du virus. Les chiffres dont nous disposons sont issus d'un recueil de données robustes, fiables, quotidiens. Ils proviennent de presque 700 services d'urgence et permettent de comptabiliser environ 90% des passages aux urgences. Ils sont publiés quotidiennement et font une moyenne des informations recueillies sur les 7 jours précédents. Nous constatons, et vous constatez, depuis les premières cartes, que la pression épidémique a baissé. Mais cette baisse cache en réalité des disparités, des différences, parfois importantes selon les territoires. Si l'on affine et que l'on regarde territoire par territoire, la situation est la suivante, je la rappelle, en vert, les départements dans lesquels moins de 6% des patients adressés aux urgences viennent pour une suspicion de maladie au coronavirus. En orange, lorsque ce sont 6 à 10% des patients, et en rouge, c'est lorsque plus de 10% des patients qui vont aux urgences d'un hôpital y vont pour une suspicion de maladie à coronavirus. Comme vous pouvez le constater, si la circulation du virus semble faible sur une très large partie du territoire, elle demeure encore active dans certains départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, dans la Sarthe et le Loir-et-Cher, et elle atteint un niveau bien plus élevé en Île-de-France, et une circulation active est également enregistrée à Mayotte. J'en viens maintenant à la seconde carte, celle que vous connaissez aussi, qui est relative aux capacités sanitaires. Entre janvier et mars, nous avons augmenté notre capacité de réanimation pour atteindre le chiffre sans précédent dans notre histoire sanitaire de 10 500 lits. Notre objectif, désormais, est de revenir à notre capacité habituelle, c'est-à-dire 5 000 lits de réanimation, pour pouvoir prendre à nouveau en charge des malades qui ont besoin, dans la pratique quotidienne de la médecine et de la chirurgie, de ces lits de réanimation, et puis pour permettre aux professionnels de santé de retrouver un fonctionnement normal, et puis, et c'est bien la moindre des choses, un peu de répit. Il faut bien comprendre que les tensions sur les capacités en réanimation, du fait de l'épidémie, restent encore fortes dans certains territoires. Compte tenu de l'afflux important de patients graves dans les services de réa de nos hôpitaux ces dernières semaines. C'est le cas dans les régions qui ont été le plus touchées, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et à minima dans les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Mayotte. Dans le reste du territoire, la situation est revenue, sinon à la normale, en tout cas dans des eaux bien plus acceptables. Là aussi, les résultats qui sont affichés sont une moyenne sur les 7 derniers jours. Les seuils utilisés pour cette deuxième carte, vous les avez sur la carte, en vert, lorsque le taux d'occupation des lits de réanimation par des malades du coronavirus est inférieur à 60%, en orange, lorsque c'est 60 à 80%, et lorsque plus de 80% des lits de réanimation sont occupés par des malades atteints du coronavirus, la carte apparaît alors en rouge. Comme vous pouvez le constater, la situation est assez nette, avec au fond 3 diagonales distinctes dans l'hexagone. La première diagonale, en vert, va de la Seine-Maritime
aux Alpes-Maritimes, avec des capacités hospitalières qui ne sont pas ou plus menacées par un afflux important de patients atteints de formes sévères. La seconde diagonale, celle qui s'affiche en orange, va du Pas-de-Calais à la Haute-Savoie, avec des services de réanimation davantage mis en tension par l'hospitalisation persistante de patients atteints de formes graves de coronavirus. La troisième diagonale, enfin, celle qui est en rouge, qui comprend essentiellement les départements des régions Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. C'est cette diagonale dans laquelle la situation des services de réanimation reste l'objet d'une attention toute particulière. S'agissant maintenant de la troisième carte que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est celle de nos capacités en matière de tests virologiques. En janvier 2020, le premier test PCR à la recherche du virus Covid-19 a été réalisé. Depuis, nous n'avons cessé d'augmenter, jour après jour, semaine après semaine, nos capacités diagnostiques en ville, à l'hôpital, dans les laboratoires départementaux vétérinaires, de gendarmerie, afin de pouvoir diagnostiquer de nouvelles infections. Un effort de montée en charge et de renforcement des équipements très important a été réalisé pour armer notre pays en tests. Ces dernières semaines, tout a été fait pour être en capacité de dépister les personnes vulnérables, mais aussi l'ensemble des personnes symptomatiques et les cas contacts. La France est prête pour tester massivement. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide. Pourtant, parfois, de la théorie à la pratique, il peut y avoir des écarts. C'est pourquoi j'invite les Français qui se seraient vus prescrire un test PCR et qui rencontreraient des difficultés de toute nature dans la réalisation de ce test à contacter le numéro vert 0800 130 000, le numéro que vous connaissez, afin de nous permettre de résoudre sans délai les problèmes éventuels. Comme vous pouvez le constater, les territoires seront, dans leur totalité, en capacité de tester largement. J'en termine donc par une carte qui fait la synthèse des différents indicateurs et qui se présente comme une photographie, comme un panorama de la situation des territoires français à compter du 11 mai. Cette carte articule les trois indicateurs de pression épidémique, de tension sanitaire et de capacité en matière de tests. Vous le voyez, 4 régions, tous les départements de 4 régions restent en rouge. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Pourquoi des régions et pas des départements ? Parce que nous faisons le choix de tenir compte comme indicateur prioritaire du niveau de tension, de saturation des réanimations des hôpitaux. Et que cet indicateur, nous l'avons vu lors de la vague épidémique dans les régions touchées, se conçoit à l'échelle régionale. En particulier, et le Premier ministre l'a dit, la situation en Île-de-France nécessite la plus grande des vigilances. Nous appelons les entreprises à recourir au maximum au télétravail. Nous invitons les habitants de l'Île-de-France à limiter leurs déplacements au strict nécessaire et l'ensemble de la population à appliquer encore plus scrupuleusement les gestes barrières. Quant aux personnes vulnérables, s'il vous plaît, limitez au strict minimum vos sorties et contacts avec toute autre personne. Je le redis, en Île-de-France, nous devons faire preuve d'une extrême vigilance. Je sais les difficultés que chacun a traversées ces dernières semaines et je sais combien tout le monde souhaite pouvoir reprendre une vie un peu plus normale. Mais nous voulons à tout prix éviter une reprise de l'épidémie qui viendrait alourdir encore la situation de ces territoires. Ce sont donc des mesures de précaution essentielles en cette période que nous devons respecter tous ensemble, collectivement. Voilà où nous en sommes. Les éléments que je viens de vous présenter sont fiables. Ils sont solides. Mais je le rappelle, et chacun doit le garder à l'esprit, l'épidémie est évolutive et la vérité d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. J'en appelle donc à ce qui ne fera jamais l'objet d'aucune attestation, d'aucune justification et d'aucune règle. C'est bien l'esprit de responsabilité de chacun pour le bien de tous. Voici pour les cartes et les indicateurs. Semaine après semaine, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, le virus a reculé et nous pouvons donc enclencher une levée progressive du confinement dans tout le pays. Mais le virus n'a pas disparu, nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Dans les prochaines semaines, gestes barrières
et distanciation physique demeureront au cœur de la lutte contre l'épidémie, peut-être même plus important encore, puisque la vie éducative, économique, sociale va reprendre peu à peu son cours. Je veux vous expliquer comment réagir en chaque situation. Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection au Covid-19, une fièvre, de la toux, une gêne respiratoire, la perte du goût parfois ou encore de l'odorat, il faut agir. N'attendez pas que cela passe. Contactez immédiatement votre médecin ou si votre médecin ne vous répond pas, contactez un médecin de garde et si vous n'en trouvez pas, en définitive, contactez le 15 pour qu'il vous oriente vers un médecin disponible. Il vous posera alors des questions et vous prescrira, s'il l'estime nécessaire, un test de dépistage. Parfois, il vous orientera à l'hôpital, parfois dans un laboratoire de ville, parfois dans un drive test qui seront organisés par des laboratoires, et parfois même chez vous, via une équipe mobile. Ce test est remboursé à 100% par l'assurance maladie, vous n'aurez rien à payer. En attendant le résultat du test, votre médecin vous demandera de rester chez vous, en isolement, afin de ne prendre aucun risque, ni pour vous, ni pour votre entourage. Si le test se révèle être positif, il vous suivra tout au long de votre maladie. Il alertera également l'assurance maladie qui vous contactera afin de commencer avec vous une enquête visant à identifier les personnes que vous auriez pu contaminer autour de vous, sans le savoir évidemment, et de manière à ce qu'on puisse appeler ces personnes qu'on va désigner cas contact. Votre isolement, si vous êtes malade, durera jusqu'à 2 jours après la guérison des symptômes, c'est-à-dire en moyenne pendant 8 à 10 jours. Évidemment, si vos symptômes s'aggravent, si vous avez des difficultés pour respirer, si vous avez des difficultés pour vous alimenter, pour vous déplacer chez vous, n'attendez pas, appelez votre médecin et si nécessaire, bien sûr, contactez le 15. Comment ça va se passer en pratique pour l'isolement ? Bien, d'abord, si vous partagez votre logement, votre médecin vous conseillera. Il vous conseillera de rester dans une pièce spécifique en évitant les contacts avec les autres occupants du domicile. Il vous demandera aussi d'aérer régulièrement votre domicile, de vous laver les mains fréquemment, d'éviter au maximum de toucher les objets qui peuvent être touchés par les autres personnes qui vivent avec vous, de désinfecter quotidiennement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les téléphones mobiles. Si vous êtes en présence de votre conjoint, par exemple, votre médecin vous conseillera de porter en permanence un masque. Il est fortement déconseillé de recevoir des visites, sauf les visites indispensables, comme les aidants à domicile. Vous pourrez aller chercher des masques en pharmacie, sans prescription préalable, et ils seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Si votre test est négatif, votre médecin réévaluera avec vous la situation en fonction de vos symptômes. Je vais maintenant vous dire comment cela se passe si vous êtes cas contact d'une personne malade. Le plus souvent, ce n'est pas vous qui appellerez, mais vous serez directement contacté par l'assurance maladie ou par quelqu'un qui travaille à l'agence régionale de santé et qui aura été informé que vous avez potentiellement été en contact avec une personne malade. Si le risque est avéré, mettons par exemple si vous avez partagé un déjeuner avec une personne malade sans respecter les règles de distanciation, vous serez invité à rester chez vous en isolement. Comme pour une personne malade, vous devrez alors éviter les contacts avec votre entourage. On vous conseillera de prendre votre température au moins 2 fois par jour. Si vous pouvez télétravailler, très bien. Par contre, si vous ne le pouvez pas, un arrêt de travail vous sera adressé. 7 jours après le dernier contact avec la personne malade, vous serez à votre tour testé par PCR dans les mêmes conditions qu'une personne malade. 7 jours, pourquoi ? Parce que c'est le bon moment pour débusquer le virus quand on a été cas contact. Avant, ça peut être trop tôt pour tomber sur le virus. Et ce, même en l'absence de symptômes. Si votre test revient négatif, votre médecin pourra, sous condition, vous proposer, dans certains cas, d'alléger votre isolement, mais celui-ci devra durer en moyenne encore 7 jours supplémentaires, parce qu'un test négatif n'exclut pas totalement la maladie. Que vous soyez malade ou que vous soyez cas contact, si vous êtes en isolement, n'hésitez jamais à signaler les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien auprès de votre médecin ou de l'assurance maladie quand elle vous appelle.
Des cellules territoriales d'appui sont constituées partout, en lien avec les préfets, pour vous venir en aide. Enfin, si en général l'isolement est possible à domicile, votre médecin pourra vous proposer, selon votre situation, d'effectuer cet isolement hors de votre domicile, comme par exemple dans un hôtel, et là encore, les besoins seront pourvus par des équipes des cellules d'appui territoriales. Lundi, les conditions seront donc réunies qui permettront à tous les soignants du pays, en ville comme à l'hôpital, de reprendre une activité progressivement normale. Pourquoi ? Parce que des équipements de protection, et notamment des masques, vont être distribués en plus grande quantité, 100 millions de masques distribués sur la semaine du 11 à destination des soignants, des personnes malades et fragiles. Le confinement a amené des personnes, nous l'avons déjà dit et ici même, à repousser des dépistages, des vaccinations et parfois un traitement pour une maladie chronique. Il ne faut pas créer une crise sur la crise. Il est vital que chacun aille se faire soigner quand il a besoin de soins. J'appelle chacun de nos concitoyens à reprendre le chemin des cabinets médicaux, des hôpitaux publics ou privés, pour recevoir les soins dont il a besoin. Dans cette période, je souhaite que les soins réalisables à distance se maintiennent, afin de limiter vos déplacements. Durant la crise, une autre façon de se faire soigner s'est développée massivement. Vous le savez, la télémédecine est entrée dans le quotidien des Français. Chaque semaine, plus d'1 million d'actes de télémédecine sont désormais réalisés dans notre pays. Je rappelle ici que pour les personnes vulnérables du fait de leur état de santé, nous conseillons toujours de favoriser le télétravail et que la mise en activité partielle s'applique depuis le 1er mai pour vous. Nous avons fait le choix de lever le confinement strict pour tous les Français à compter du 11 mai. Mais je renouvelle ici mes conseils en direction des plus fragiles d'entre nous, parce que malades, parce que âgés, parce que porteurs de certains handicaps, vulnérables en somme. Soyez vigilants, ne prenez pas de risques avec votre santé, limitez au strict minimum les contacts physiques avec votre entourage, n'hésitez pas à porter un masque pour toutes vos sorties. Bien que vos petits-enfants ou que vos enfants, demain, aient envie naturellement de revenir vous voir, et bien qu'ils le puissent, il vous appartient de limiter ces visites et de garder la distanciation physique indispensable, ainsi que les gestes barrières, dont le port du masque grand public lorsqu'ils sont en votre présence. N'hésitez pas à contacter votre médecin traitant. Il évaluera avec vous votre état de santé et vous conseillera sur toute mesure utile pour vous protéger. Cette consultation destinée au public vulnérable sera prise en charge également à 100% par l'assurance maladie. Et je vous rappelle que si vous ressentez le besoin de parler, parce que l'isolement peut être lourd, le numéro vert national, je le redis, 0800 130 000, peut aussi vous mettre en relation avec le service La Croix-Rouge chez vous. Enfin, toujours s'agissant de nos aînés, vivant en EHPAD cette fois, nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Nous devons continuer à tout faire pour protéger les personnes âgées vulnérables. Les visites des proches pourront se poursuivre, si la situation de l'établissement le permet, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Pour faire face à cette situation difficile, le gouvernement accompagne tous les EHPAD et débloque 475 millions d'euros de crédits supplémentaires. Et comme pour les soignants, nous annonçons que tous les personnels de tous les EHPAD de France, et quel que soit leur statut, percevront une prime pour valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise. Cette prime sera de 1 500 € dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1 000 € ailleurs. Cette prime sera versée dans les prochaines semaines, elle sera défiscalisée. Il en sera de même dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap lorsque l'assurance maladie contribue à leur financement en lien avec la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel. Dans le reste du secteur médico-social et dans le secteur social, en lien cette fois avec le ministre du Logement, Julien Denormandie, une prime sera annoncée également et détaillée très prochainement. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Je vais passer la parole désormais à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, car une des questions qui se posent dans le cadre de ce déconfinement, c'est évidemment les conditions dans lesquelles l'école va reprendre. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme chacun sait, il a été décidé le déconfinement scolaire à partir du 11 mai. Cela concerne d'abord les écoles primaires
Et puis, à partir du 18 mai, les collèges pour les départements verts. Cette décision, vous le savez, obéit à un impératif pédagogique et à un impératif social. Nous considérons que les enfants ne doivent pas rester sans contact physiquement avec l'école entre le mois de mars et le mois de septembre, et c'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Notre préoccupation, elle est d'abord sociale. Nous devons lutter contre le décrochage scolaire. Nous devons tout simplement faire en sorte que chaque enfant de France puisse bénéficier de l'école. Or, tous les enfants ne bénéficient pas de la même façon de l'enseignement à distance tel qu'il a été mis sur pied. Sur la base des recommandations du Conseil scientifique, nous avons élaboré un protocole sanitaire très strict. Il a été travaillé avec les associations d'élus. Il est aujourd'hui bien connu. Il est sur le site de l'Éducation nationale. Et il nous permet de savoir quel est le cadre sanitaire permettant d'assurer une garantie quant au respect des gestes barrières, quant à la présence de l'ensemble des dispositions nécessaires pour toutes les écoles de France. C'est un protocole exigeant. Nous en avons tous conscience. Et je veux remercier les maires en particulier, mais aussi l'ensemble des personnels des collectivités locales, de l'Éducation nationale, qui contribuent aujourd'hui encore à préparer les écoles pour que tout ceci soit possible. Lundi 11 mai, donc, ce seront d'abord tous les professeurs des écoles qui rentreront. Alors, il y aura une pré-rentrée. Cette pré-rentrée, selon le contexte local, permettra un temps d'échange pour pouvoir poursuivre le lendemain la rentrée des classes. Parfois, la pré-rentrée durera aussi le mardi 12 mai, parce que la taille de l'école ou les circonstances locales le justifient. Nous allons évidemment, vous le savez, ne pas accueillir les élèves tous en même temps. Il y a d'abord des niveaux qui seront privilégiés, c'est la grande section, le CP, le CM2 en particulier, mais une grande latitude est laissée localement. Et puis il y a les publics qui ont été définis comme prioritaires, c'est d'abord les élèves en situation de handicap, c'est aussi les enfants de personnel soignant ou indispensables à la reprise ou sans solution de garde. Cette deuxième catégorie, nous en avons déjà l'expérience puisque nous avons accueilli 30 000 enfants de soignants pendant la période de confinement. Et puis en troisième lieu, ce sont aussi tout simplement les enfants identifiés comme décrocheurs ou en voie de décrochage. Nous les estimons à environ 4% aujourd'hui et il y a tout un travail qui va être fait pour les ramener vers l'école. Les parents doivent être informés personnellement cette semaine des modalités de reprise par l'école travaillant elle-même en lien très étroit avec la mairie. Bien entendu, cette rentrée n'est pas une rentrée ordinaire, ce n'est d'ailleurs même pas une rentrée, c'est une reprise. Et chacun comprend bien que tout ceci doit être progressif. Chaque enfant se trouve dans 4 situations possibles. À certains moments, il peut être à l'école, en petits groupes, avec ses camarades. Vous le savez, ces groupes ne dépassent pas 15 à l'école élémentaire et 10 à l'école maternelle. À d'autres moments, il peut être en études, quand les locaux le permettent et qu'il y a des moyens de surveillance. En troisième lieu, il peut se retrouver dans des locaux périscolaires. Ceci existe lorsqu'un travail entre l'Éducation nationale et la mairie permet d'avoir ces activités de sport, de santé, de culture ou de civisme. Et puis en quatrième lieu, ils peuvent être à la maison, dans le cadre de l'enseignement à distance, à plein temps quand les parents ont préféré les garder à la maison, ou à temps partiel si ils passent une partie du temps à l'école et l'autre partie du temps à la maison. Ce système, évidemment, se règle localement, puisque chaque situation est particulière, et nous allons être particulièrement attentifs aux élèves décrocheurs pour qu'ils aillent le plus possible à l'école ou qu'ils puissent bénéficier pleinement de l'enseignement à distance. Je veux saluer l'engagement des directeurs et des directrices d'école qui, en ce moment même, avec l'ensemble des personnels, font un travail remarquable dans ce sens. Nous avons les premières remontées de ce qui est aujourd'hui attendu pour la semaine prochaine, en ayant à l'esprit que une partie des professeurs restent chez eux du fait, par exemple, de problèmes de santé ou de problèmes de santé d'un proche, et qu'une partie des élèves restent chez eux pour des problèmes de santé ou parce que la famille a choisi qu'ils restent chez eux. Mais dans ce contexte, nous avons pu travailler avec les communes pour que le maximum d'écoles puissent ouvrir. Et aujourd'hui, nos remontées nous permettent de voir qu'entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée pour la semaine prochaine. Nous travaillons encore avec les 10% restants. Ce travail devrait permettre des ouvertures, d'ailleurs, au cours de la semaine suivante. Nous avons ainsi 80 à 85% des 50 500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine. Une bonne partie donc des écoles seront ouvertes la semaine prochaine. Ça ne signifie pas que tous les élèves y vont. C'est même, comme je l'ai dit, progressivement que cela se passera, notamment à partir du 12 mai.
Pour la semaine prochaine, nous aurons donc un peu plus de 1 million d'élèves, normalement, qui reviendront dans leur classe, et il y aura pour les accueillir environ 130 000 professeurs. Les autres professeurs du primaire et du secondaire continueront à assurer l'accompagnement pédagogique à distance. Nous en avons maintenant une bonne expérience depuis 2 mois, avec de bonnes satisfactions, je crois, de la part des familles, même si nous pouvons encore améliorer le dispositif, ce que nous allons faire. De même, 12 000 personnels médicaux et sociaux de l'éducation nationale sont mobilisés la semaine prochaine pour accompagner les professeurs et les élèves. Nous faisons particulièrement attention à la dimension psychologique de ce retour. Nous savons bien que les élèves, comme les adultes d'ailleurs, ont pu connaître certains traumatismes du fait de la période de confinement. Le déconfinement va aussi servir à cela, c'est-à-dire un accueil, du dialogue et la possibilité de définir un mois de mai et un mois de juin qui ne seront pas des mois de mai habituels et des mois de juin habituels, mais qui seront des mois utiles sur le plan pédagogique, éducatif, pour que les enfants puissent se retrouver et pour qu'on puisse bien définir la consolidation de leur savoir et aussi la suite de leur scolarité. Merci. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'ajoute à ce que vous venez d'indiquer que dans les départements verts, les collèges pourront commencer à fonctionner à partir du 18 mai, comme nous nous y étions engagés. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame la ministre en charge des transitions, qui va nous dire un mot d'un sujet qui est évidemment au cœur des préoccupations de ceux qui doivent se déplacer, la question des transports. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. L'objectif du gouvernement en matière de transport est de permettre à ceux qui le doivent de se déplacer en assurant la protection des usagers et des personnels des transports. C'est-à-dire, pour cette première étape du déconfinement jusqu'à fin mai, en appliquant les gestes barrières et les règles de distanciation physique. S'agissant des transports en commun en milieu urbain, l'objectif est d'augmenter l'offre le plus vite possible et de maîtriser très fortement la demande pour faciliter le respect de la distanciation physique. C'est tout le sens des concertations menées ces dernières semaines par les collectivités en charge des transports avec l'appui des préfets. Dès le 11 mai, l'offre de transport de proximité, c'est-à-dire les métros, les bus, les RER, les TER, augmentera nettement avec un minimum de 50% des capacités habituelles et un objectif d'offre normale d'ici début juin. Concernant l'Île-de-France, nous visons une augmentation plus importante encore. Par exemple, la RATP passera son offre de 30% aujourd'hui à plus de 75% dès lundi prochain. Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, qui est aujourd'hui de 6%, reste limitée à 15%. Pour limiter cette fréquentation et donc la demande, le télétravail, pour tous ceux qui le peuvent, restera la règle. Il est demandé aux employeurs d'étaler les horaires d'arrivée et de départ des salariés pour limiter l'affluence aux heures de pointe. Je voudrais saluer à cet égard l'adoption en Île-de-France d'une charte visant à faire appliquer ces règles et le gouvernement encourage toutes les démarches allant dans ce sens. Par ailleurs, le Premier ministre avait indiqué que si les collectivités en charge des transports le demandaient, nous étions prêts à réserver les transports en commun à certaines heures, à certaines populations. Cette demande a été formulée par la présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse. L'accès aux transports en commun en Île-de-France sera donc réservé aux heures de pointe, aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer, que ce soit un motif de santé, convocation de justice ou pour accompagner des enfants. Bien sûr, une tolérance sera prévue pour les premiers jours. Enfin, les collectivités en charge des transports et les opérateurs devront prendre les dispositions permettant de limiter la fréquentation dans les gares, les stations et à bord des véhicules, par exemple en régulant les entrées, voire le cas échéant, en fermant certaines gares ou certaines stations en cas de surfréquentation. Les forces de l'ordre leur apporteront leur concours selon des modalités que le ministre de l'Intérieur vous présentera dans un instant.
Nous voulons également limiter au maximum le trafic automobile et les risques de bouchons qui pourraient générer des pics de pollution et des blocages des axes routiers. Le covoiturage et les mobilités alternatives à la voiture sont donc encouragées. C'est notamment le sens du plan vélo que nous avons présenté pour favoriser sa pratique pendant le déconfinement. Les déplacements interrégionaux continueront pour leur part d'être très fortement limités pendant cette première période de déconfinement. À la différence des transports en commun en milieu urbain, l'offre sera volontairement réduite. Pour les TGV et Intercités, nous passerons de 7% de l'offre aujourd'hui à 20 à 30% de l'offre le 11 mai pour atteindre au maximum 40% de l'offre habituelle fin mai. Les réservations seront obligatoires avec des modalités adaptées selon le type de train et l'occupation des trains sera plafonnée à 50% du total des places. Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels en contact avec le public, y compris dans les gares. En lien avec les collectivités locales, l'État mettra à disposition des masques dans les premiers jours du déconfinement pour les distribuer en appoint aux personnes qui n'auraient pas pu s'en procurer. L'absence de port de masque pourra faire l'objet d'une verbalisation, donc une amende de 135 €. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra, tout comme l'accès à un TGV sans réservation ou l'utilisation des transports en commun en Île-de-France aux heures de pointe en dehors des motifs prévus. Les opérateurs mettront à disposition du gel hydroalcoolique. Ils prendront des dispositions pour assurer la distanciation physique, par exemple la condamnation de sièges ou le marquage au sol. Et par ailleurs, les trains, les métros, les tramways, les bus seront désinfectés au moins une fois par jour. Donc c'est, comme le Premier ministre l'a dit, un défi considérable d'assurer un bon fonctionnement des transports en commun dans ce contexte. Comme depuis le début de cette crise sanitaire inédite, il faudra être capable de nous adapter en fonction de l'évolution de la situation, en gardant à l'esprit que c'est notre mobilisation à tous qui permettra de réussir cette nouvelle étape. Merci Madame la Ministre. Je vais passer la parole à Monsieur le Ministre de l'Intérieur pour qu'il revienne sur un certain nombre de points. Voilà, on vient en direct. Vous avez donc entendu le Premier ministre Édouard Philippe et plusieurs ministres, dont celui de la Santé, des Transports et de l'Éducation. Donc tous ont précisé le plan de déconfinement, un plan de déconfinement préparé par Jean Castex, le Castex, le monsieur déconfinement, à retenir donc un déconfinement qui aura bien lieu le 11 mai, mais certains départements ont des résultats qui sont moins bons qu'espérés. 4 régions sont en rouge: l'Île-de-France, le Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, Mayotte également. Dans plusieurs régions, dans toutes les autres régions, il sera possible donc de déconfiner. En revanche, en Île-de-France, ce sera beaucoup plus difficile. En tout cas, ça ne va pas se faire aussi facilement. Et puis à Mayotte, le déconfinement, il est repoussé. À noter que, par ailleurs, sur le plan sanitaire, Olivier Véran a donné quelques précisions. La circulation du virus est faible dans certaines parties du territoire. En revanche, il reste élevé en Île-de-France et à Mayotte. Par ailleurs, toujours cet objectif pour revenir à 5000 lits en réanimation au total Covid-19 et autres pathologies confondues. Et puis, en ce qui concerne la capacité de test, c'est une précision aussi importante donnée par Olivier Véran. Eh bien, on a un taux de couverture qui serait satisfaisant sur l'ensemble du territoire. On va revenir en détail sur l'ensemble des mesures de ce plan de déconfinement en ce qui concerne l'éducation, mais également les transports en détail dans le courant de notre prochaine édition. On va se retrouver donc à 17h. Restez avec nous sur RT France. Ici, on écoute ceux qui ne sont pas d'accord. Ici, on invite les plus compétents, pas seulement ceux qui parlent le plus fort. Ici, on reçoit ceux qu'on ne voit pas ailleurs.
Parce qu'ici, c'est interdit d'interdire. Vous dites que ce délit de violation du confinement n'est pas conforme à la Constitution. Premièrement, ce délit contrevient à au moins deux principes majeurs qui sont celui du principe de l'égalité des délits et des peines et le principe cardinal de la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'un achat de première nécessité? Qu'est-ce qu'un motif familial impérieux? Tout ça, finalement, c'est laissé à la libre appréciation de l'agent et ça ne nous prémunit pas contre un risque d'arbitrage. Christophe Castaner déclarait « Je ne doute pas qu'il y ait des erreurs et c'est parce que je ne doutais pas qu'il y aurait des erreurs que j'ai veillé à ce que le délai de contestation soit porté à 90 jours. » Et c'est là où la présomption d'innocence n'est pas respectée, vous dites? C'est là que pose un problème de violation manifeste de la présomption d'innocence. C'est un rêve. J'ai toujours voulu voir ça. J'inspire l'air à plein poumon. Je repousse la terre et je commence à monter au-dessus de l'atmosphère. Je flotte, je flotte. J'aimerais pouvoir prendre ma respiration, repousser et voler à nouveau. J'ai été jugé inapte pour raison médicale pendant 11 années consécutives. Je n'ai pas abandonné. J'ai réussi à les convaincre que j'étais prêt. Quand j'ai décidé de voler et que j'ai été approuvé, pour eux c'était un petit choc. Personne ne s'y attendait. C'est dur de se dire